Très bien. Toujours dans les bureaux d'FXM à Paris, avec Philippe Béchade, qu'on a l'habitude de retrouver dans les médias tels que BFM Business, le Cercle Finance, la Bourse au quotidien, les publications Agora. Cercle Finance, dont vous êtes le cofondateur, donc c'est quand même une agence de presse qui est relayée par des médias majeurs tels que Boursorama. Vous m'avez indiqué également que c'est repris par les flux de la plupart des institutions financières et bancaires. Donc au niveau de l'actualité et de l'information financière francophone, un des acteurs majeurs. Vous avez une grosse expérience sur les marchés financiers. Je vais vous laisser nous présenter votre parcours dans un premier temps. Ouais, j'ai commencé en 1985 sur une table action chez un agent de change à l'époque, aujourd'hui société de bourse. Et puis à l'époque, ils cherchaient des gens pour s'initier au marché dérivé qui existait de longue date en Hollande, aux États-Unis. Et on était un petit peu le petit nouveau. J'ai accepté de suivre ces formations au marché dérivé pour devenir ensuite moi-même formateur et pour encadrer une équipe de traders à l'époque, donc sur les options, et ensuite sur les contrats à terme, sur indice d'action, puisque je n'ai pas travaillé sur le matif, bien que j'ai aussi eu une formation pour éventuellement devenir trader sur les dérivés d'instruments obligataires. Très bien. Donc ça, c'était à quelle époque 1986, 1987, 1988. Très bien. Donc à l'époque de la criée, à l'époque les échanges se faisaient donc en physique ou par téléphone. C'est ça Voilà, puis petit à petit, alors il y a eu la montée en puissance des cotations électroniques, le fameux CAC, cotation assistée en continu. D'abord une dizaine de valeurs, aujourd'hui qui appartiendrait au SBF 120, et puis ensuite une quinzaine, et puis ensuite pratiquement toutes les valeurs du CAC 40. C'est monté aussi progressivement jusqu'à ce qu'on arrive aux 40 valeurs. Une fois que ce panier a été fixé, en quelque sorte, on a pu à ce moment-là commencer à traiter des contrats à terme sur ces paniers de valeurs, par opposition aux options qui, elles, étaient adossées à des titres et dont on s'est très vite aperçu qu'il y avait quand même un petit problème de liquidité sur la quinzaine de valeurs qui servaient de support d'options. En fait, on était vraiment actif sur 4 ou 5. Alors que lorsqu'on a créé les contrats à terme sur le CAC 40, très vite, l'option sur le PX1, qui était le nom de code du contrat sur l'ISCAC, là ces options-là sont devenues vite très très actives, très liquides, et sur les actions, quelques gérants de portefeuille continuaient de vendre pour obtenir le rendement, pour encaisser la prime et améliorer la rentabilité de leur portefeuille, mais on ne peut pas dire que le marché des options ait jamais vraiment eu un grand succès auprès des particuliers. D'accord, très bien. Donc ensuite, quelle a été la suite de votre parcours aujourd'hui, qui vous a mené jusqu'ici aujourd'hui ? Alors ensuite, j'ai rejoint une petite structure qui avait donc un statut de banque d'affaires, où on traitait aussi pas mal les dérivés. Et puis en fait, on avait beaucoup d'appels même, parce que les gens voulaient comprendre ce qui se passait, qu'est-ce qu'on pouvait faire, quelles étaient les opportunités. Et moi, j'avais mis à l'époque en place un petit service, un petit répondeur. Ça commençait à émerger à l'époque au travers de France Télécom. Il y avait des services payants, ou pas, et où les gens pouvaient pendant 2, 3, 4 minutes entendre des informations. En l'occurrence, nous, ce qu'on proposait, c'était un résumé qui situe un petit peu où en était la tendance, quel était le niveau de volatilité du marché, quelles étaient les options les plus actives, les meilleurs arbitrages possibles. Les gens, une fois qu'ils avaient entendu ça, pouvaient à ce moment-là nous appeler pour dire « voilà, ça, je veux le faire ». Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de trafic en fait sur ces petits serveurs d'information vocale, et d'où l'idée ensuite avec Jacques Maudre, avec lequel nous avons créé Cercle Finance, de se spécialiser en fait dans l'information boursière, étant donné que moi j'avais pas vraiment
vocation à rester trader toute ma vie. J'ai commencé donc en 86, on était à ce moment-là en 92-93, ça faisait déjà 6-7 ans, et je pense que j'avais envie d'évoluer vers autre chose, et c'est ce qui s'est passé. Donc après ça, avec Cercle Finance, on a commencé donc à se spécialiser dans l'analyse, le commentaire de tendances de marché, l'actualité des entreprises en temps réel, et c'est ce qui continue aujourd'hui de faire notre spécificité pour Cercle Finance. L'idée, c'est que par exemple un trader qui est parti déjeuner, qui peut pas avoir son smartphone sous les yeux en permanence pour suivre tout ce qui s'est passé, il va sur Cercle Finance, et en l'espace de 5 minutes, il a vraiment, on va dire, le condensé de tout ce qui est important qui s'est passé sur les marchés pendant 1 heure ou pendant une demi-journée, voire donc pour ceux qui suivent uniquement les flashs de clôture, ce qui s'est passé dans la journée. Et l'autre grosse clientèle, quelque part, ce sont les entreprises, puisque nous répercutons pratiquement tous leurs communiqués de presse. Et puis, bien sûr, on apporte une valeur ajoutée qui est, voilà, ces résultats, comment sont-ils accueillis, comment étaient-ils anticipés, parce que si on n'explique pas aussi la réaction des marchés, l'information brute, elle ne sert pas grand-chose à l'épargnant. Très bien. Alors, au fur et à mesure, cette agence de presse, on peut appeler ça une agence de presse spécialisée ou non? Ça fait office d'agence de presse spécialisée, oui, effectivement, c'est exactement le service que l'on fournit. Très bien. A pris de l'ampleur, puisque comme je l'ai précisé au début, maintenant, au niveau francophone, en tout cas, c'est vraiment majeur, avec beaucoup d'institutions financières qui suivent vos publications. C'est repris donc, sur des médias majeurs au niveau des sites Boursorama, mais même plus large que ça, des chaînes de télé telles France 2, vous avez évoqué tout à l'heure. Oui, enfin de tout le groupe France 2, enfin France 2, France 3, 4, 5, etc. En tout cas, c'est interprété comme une information crédible et de qualité dans le domaine de la finance. Donc vous êtes imposé au fil des années. Comment ça s'est passé en fait? Est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain et vous êtes arrivé avec une certaine notoriété, ou est-ce que ce crédit s'est acquis au fil des années de ces informations? Il s'est acquis au fil des années, comme toute entreprise qui se lance. Maintenant, les débuts ont été assez rapides, puisqu'on diffusait nos contenus via Audiotel, également, alors ça va faire sourire, mais sur Minitel. En 94, il n'y avait que ça. Et puis, à partir de 95-96, Internet a commencé à se développer. On s'y est immédiatement intéressé, puisque c'était en fait un vecteur de diffusion supplémentaire. Et à l'époque, il y avait pas mal de quotidiens de l'économie qui produisaient, qui avaient un petit peu de flux sur le Minitel, mais très peu. Et qui se sont demandé quand même si ça serait pas un jour un vecteur, mais qui n'avait pas les équipes pour le faire. Et en fait, Cercle Finance a été le sous-traitant de grands quotidiens de l'économie française. Et donc en marque blanche, on produisait pratiquement tout le contenu temps réel de journaux qui, eux, avaient l'habitude de faire des articles rédigés dans la journée, publiés le lendemain. Nous, on faisait tout ce qui se périmait en quelque sorte dans l'heure ou dans la demi-journée, et que les journalistes de la presse quotidienne, avec 100 ans d'antériorité, c'était une façon de travailler qui n'existait pas encore dans des grands groupes de presse. Donc on a été la cheville ouvrière de l'alimentation de ces moyens de diffusion alternatifs, hors papier. Et c'est vrai qu'avec on va dire cette carte de visite, après on est monté en puissance assez rapidement auprès des banques, auprès de grands médias, auprès de Boursorama, ensuite racheté par la Société Générale, etc. Très bien. Pour en revenir plus spécifiquement au marché financier, du coup vous avez vu évoluer les marchés, et vous avez vu le marché passer par différentes phases, des débuts donc à la criée ou via les échanges par téléphone, ensuite au Minitel, notamment vous avez parlé de la création du CAC, donc cotation assistée en continu, et désormais on est dans le Internet à haute fréquence, et des choses bien spécifiques qui amènent notamment des manipulations, comme vous en parlez souvent via des algorithmes, des choses comme ça. Comment vous avez senti et vu évoluer les marchés en fait au fil de ces décennies? Il y a eu la révolution Internet, naturellement. Donc à partir de 96-97, on a pu commencer à suivre la bourse, effectivement, via Internet. Alors au départ, c'était un tout petit public d'initiés, etc. Mais derrière, certains ont bien perçu, bien compris
quel était le potentiel, et on commençait à développer des systèmes de passation d'ordre rapide. Quand je dis rapide, c'est très très rapide. À l'époque, en 87, on avait accusé ces ordinateurs et ces programmes un petit peu frustes et primaires d'avoir nettement aggravé le crash parce que les stops se déclenchant derrière, c'était des ventes à l'aveugle, etc. Les choses se sont bien sophistiquées par la suite. Et à partir de 96, on va dire que l'informatisation des passages d'ordre, elle est devenue quasiment totale. À partir de 96, on va dire que les ordres passés par des sociétés de gestion, par leur clientèle particulière, ça devenait vraiment l'écume des choses et on a commencé à voir se développer des volumes de trading purs, c'est-à-dire que on a commencé à exploiter des petites différences, des petites anomalies de pricing entre différentes plateformes, etc. Donc on va dire que là, le volume quotidien a un petit peu changé de nature. Alors je précise effectivement que la naissance de nouvelles plateformes, liées bien sûr à l'outil Internet, il y avait à l'époque une plateforme en France, une en Allemagne, etc. Et puis à partir de 96-97, multiplication des plateformes de trading. Donc voilà, on a commencé là aussi à pouvoir arbitrer entre plateformes. Étant donné que les ordres étaient automatisés, qu'on faisait beaucoup d'arbitrage entre le cash et le futur, entre les contrats à terme, les options qui étaient associées, on traitait des paniers de valeur, et puis on a poursuivi dans cette logique, on s'est dit pourquoi se limiter simplement à un panier de valeur arbitraire comme le CAC, le DAX ou autre. Pourquoi pas créer aussi des paniers avec, on va dire, un profil précis. Profil énergie, profil finance-banque, profil valeur défensive, ou alors on a pu, avec les ETF, créer à peu près tous les paniers possibles et imaginables, pourvu qu'il y ait une clientèle et la possibilité que les contrats soient liquides. Il est évident que les contrats comportant des valeurs énergie, des valeurs financières, des valeurs pharma, etc., tout ça a eu un grand succès puisqu'on appuyait sur un bouton et immédiatement on pouvait faire rentrer ou sortir d'un portefeuille tout un secteur et tout ça avec des frais extrêmement réduits, une efficacité fabuleuse, plus besoin de passer 10 coups de fil pour arriver à arbitrer ces Saint-Gobain contre des Sanofi, plus besoin de passer des coups de fil pour arbitrer ces Volkswagen contre des Ford ou des General Motors. Donc les ETF ont été aussi une vraie révolution, mais partant de là, ça veut dire que ceux qui regardent les fondamentaux des entreprises, ces gens-là, le volume qu'ils représentaient a fini par devenir complètement marginal par rapport à des échanges de paniers où on se disait tiens, j'ai envie d'être sur le secteur bancaire mais en dollars, ah bah non, maintenant je voudrais être sur le secteur bancaire mais plutôt euro, franc, lire, etc. Après ça, il y a eu l'euro, donc à ce moment-là, on pouvait comme ça en quelques secondes passer de l'euro au dollar, ou se panacher, se mettre un pied sur des financières aux États-Unis, des financières en Europe, se mettre sur des financières en Asie, mais repasser sur des industriels au Japon, etc. Donc voilà, triple révolution en quelque sorte. D'abord, multiplication des plateformes, les ETF et ensuite les algorithmes pour gérer justement toutes les possibilités d'acheter, de vendre, d'arbitrer entre plateformes, entre secteurs. Très bien. Donc on comprend bien les évolutions et on voit que cela a ouvert de nombreuses possibilités et facilité quelque part les différents choix d'investissement faits par les différents intervenants, qu'ils soient institutionnels, professionnels ou particuliers. Et au fil des années, tout ça est devenu de plus en plus simple, mais ça a aussi amené à certaines dérives.